sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Ce soir, nous allons nous pencher sur la situation au Soudan. Depuis près de 2 semaines, l'armée du pays et les forces de soutien rapide s'affrontent, comme vous le savez, dans les principales villes des pays autour de sites stratégiques. L'intensité des combats entre armes de guerre et chars d'assaut inquiète les observateurs et une crise humanitaire semble déjà se profiler. Par son importance géographique et ses richesses, comme l'or ou encore la gomme arabique, le Soudan, depuis longtemps, attise les appétits de certaines puissances qui y voient une clé pour repositionner les enjeux mondiaux à leur avantage. C'est cet angle précis sur lequel nous allons nous pencher ce soir et tenter d'apporter un décryptage. Comment ce bras de fer entre 2 acteurs politiques majeurs du pays engendre des enjeux continentaux, régionaux et internationaux? Le Soudan est-il en train de devenir un nouvel abcès africain? Et sans plus attendre, on entame la première partie de notre émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Gamel Abina, journaliste, mais aussi observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et de Riyad Sadawi, politologue. Bonsoir Riyad, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Gamel, je commence avec vous. Pour bon nombre d'observateurs, la balkanisation du Soudan a été un des prémices, et l'indépendance du Soudan du Sud était un des prémices de la situation actuelle dans le pays, puisqu'elle s'est opérée sous fond de tensions pétrolières entre la Chine et les USA. Qu'en pensez-vous, Gamal? Tout à fait le cas, effectivement. La partition du Nord et du Sud-Soudan qui a été voulue par l'Occident, il faut être très clair là-dessus, avec des guerres fantaisistes type Nord arabo-musulman, Sud chrétien, ce qui est un découpage complètement faux, puisqu'en réalité le Sud est essentiellement pour 15% musulmans, 15% chrétiens et 70% animistes. Donc la question du conflit ethnico-religieux n'était pas présente. En revanche, 80% des réserves de pétrole sont dans le Sud-Soudan, 20% dans le Nord, et l'exploitation passe par des pipelines qui passent par le Nord. Le Soudan du Nord est plutôt proche de la Chine et de la Russie. Le Soudan du Sud, avec Salva Kiir, est plutôt proche des États-Unis, puisque c'est eux qui ont consacré sa victoire contre, évidemment, le Nord-Soudan. Et depuis la partition du pays territoire, on a tenté plusieurs autres partitions, comme les questions du Darfour. Et aujourd'hui, malheureusement, une guerre civile parfaitement instrumentalisée. On en parlera si vous voulez bien. Bon, on parlera, mais il y a aussi un autre enjeu qui est crucial dans cet abcès, dans ce conflit. Les eaux du Nil, qu'en pensez-vous? Oui, le Nil bleu et le Nil blanc qui prennent leur source, effectivement, en Éthiopie et dans le sud du Soudan, sont un autre abcès qu'on appelle la fameuse guerre de l'eau pour l'or bleu. L'or bleu, c'est pour traduire, c'est l'eau, simplement, parce que cette région est irriguée d'eau et que le haut barrage d'Assouan, qui assurait l'essentiel des besoins de l'Égypte, va être durablement impacté par la création de l'autre barrage en Éthiopie, cette fois-ci le barrage de la Renaissance voulu par le président Abiy Ahmed. C'est une des raisons, une des pommes de discorde qui a conduit effectivement à une accélération de l'histoire. On se rend bien compte qu'en 2011, il y avait une négociation à l'époque avec l'ancien régime égyptien. Ensuite, simplement, l'Éthiopie a fait son barrage, l'a inauguré récemment, s'apprête à faire le remplissage par palier, et ça déplaît fortement, évidemment, aux Soudanais et aux Égyptiens, qui sont les 2 pays qui vont être impactés par la réduction du débit du Nil. Riyad Sadawi, je l'ai dit pendant ma présentation, la géographie du Soudan est très importante. Comment cette dernière influe-t-elle sur ce conflit? Merci beaucoup aussi de mettre l'accent sur les enjeux économiques, parce que je pense que les enjeux économiques sont très, très, très importants au conflit soudanais. Tout d'abord, je dis à titre d'exemple, quand je vois les Soudanais en train de détruire leur Boeing et leur Airbus cloués dans le sol dans leurs aéroports, évidemment, le patron de holding Boeing ou le patron d'Airbus sont très contents parce qu'il y a de nouveaux appareils à vendre. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé à Tripoli pendant la bataille entre Fajr Libya et Zintan, qui a coûté plus que 40 appareils cloués au sol dans l'aéroport international de Tripoli. Ça veut dire il y a aussi les enjeux économiques dans cette guerre, évidemment. C'est pour cette raison on voit que les Chinois s'intéressent au pétrole soudanais, Wagner russe s'intéresse à l'or soudanais. À l'intérieur
à l'intérieur, en parlant des protagonistes et leurs enjeux économiques et politiques, nous savons bien que l'armée soudanaise est financée par l'État, son budget vient de l'État, et c'est un budget énorme. Par contre, c'est ça la contradiction, les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo Hamiti, qui n'est pas en fait un général parce qu'il n'a jamais fait l'école militaire ou l'académie militaire, et à l'autofinancement. Se finance par son commerce, parce que le général Hamiti était un commerçant, et aussi par l'exploitation avec Wagner et d'autres de l'or soudanais. Donc l'autofinancement. Donc il y a un enjeu économique à l'intérieur du pays, le Soudan, puis il y a un enjeu économique à l'extérieur, puisque la guerre n'est pas tout, la guerre, certes, elle est affreuse, c'est un drame pour la population, mais pour les holdings, les internationales, la guerre est bénéfique. Détruire afin de construire, et je donnais l'exemple de Boeing et d'Airbus. Ce qui s'est passé dans le printemps arabe avec la destruction de la Syrie, de la Libye, de l'Irak avant, et tout cela, évidemment, qui va reconstruire la reconstruction du Soudan, là, la guerre devient bénéfique. Bénéfique pour le capitalisme sauvage international. Très bien, merci d'avoir fait cette précision. Mais je vais vous reposer la question sur la géographie du Soudan. Le Soudan est quand même entouré de plusieurs autres pays. Il est aussi, on va en parler tout à l'heure, frontalier à la mer Rouge notamment. Comment est-ce que cette géographie influe sur la géopolitique et la politique interne du pays ? Si on voit la carte, tout d'abord, le Soudan a été partagé en deux. Le sud du Soudan est devenu une république autonome, indépendante. La même chose, Darfour, il y a eu des grands problèmes, d'où d'ailleurs la création de la milice, les forces de soutien rapide, Ouaddam Sari, en 2013. Bon, à l'extérieur, on voit la Libye. La Libye, certes, elle est en train de vivre une guerre civile malgré les trêves. Et moi, je répète toujours, c'est la Libye qui a exporté sa guerre civile au Soudan. Ce n'est pas le contraire. Certains disaient que le maréchal Khalifa Haftar est impliqué dans cette guerre en soutenant les forces de soutien rapide de général Hamiti, parce que les forces de soutien rapide aussi, ils ont eu la compétence de surveiller et contrôler les frontières du Soudan. Pour l'Égypte, c'est une armée puissante, assez puissante, unie aussi. Il y a le pouvoir est bien centralisé. On voit bien que l'Égypte soutient l'armée soudanaise parce qu'il y a une alliance, il y a aussi une tradition. Et on dirait aussi que le général Abdel Fattah al-Burhan a fait son académie militaire en Égypte, dans la même académie militaire du président Abdel Fattah al-Sisi. Donc, il y a l'Éthiopie aussi qui va en profiter afin d'exploiter encore plus l'eau de Nil, puisque le Soudan est fragilisé à l'intérieur, et quand il est fragilisé à l'intérieur, il ne peut pas être puissant à l'extérieur. Il n'a pas des cartes de négociation puissantes avec l'Éthiopie, puisqu'elle est déchirée en deux. Au contraire, c'est l'Éthiopie qui pourrait intervenir, qui pourrait avoir une ingérence dans les affaires soudanaises. La fragilisation du Soudan. Très bien, merci. Je vous poserai une dernière question et je veux votre avis à tous les deux avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Les médias occidentaux, d'ailleurs, ce point a été soulevé par bon nombre d'intellectuels africains, présente ce conflit comme étant un fait événementiel, allant presque jusqu'à élaborer des explications culturelles quant aux raisons des affrontements en les résumant à de vulgaires ambitions politiques qui opposent deux généraux seulement. Gamal Abina, à votre avis, pourquoi avancer cette théorie presque de l'atavisme de la violence chez les Soudanais ? C'est un principe classique et raciste très néocolonialiste qui consiste à dire que les pays du Sud sont des tribus et les pays du Nord sont des gens civilisés citadins. Rappelons tout de même que les premières cités sont nées dans le monde arabo-musulman, en Irak, qui n'était pas encore arabe à l'époque, à la Mésopotamie, et que la sédentarisation de ce qu'on appelait les tribus à l'époque a préexisté longtemps avant les tribus européennes. Que les Européens se présentent comme civilisés parce qu'ils sont non tribaux. Donc c'est une façon de diviser les populations, de faire croire qu'il y a des problèmes interethniques, alors que le Soudan, qui est le pays en arabe, Aswad, le pays des Noirs, ce sont tous des Noirs, ils ne sont pas arabes, ils sont de culture arabe, mais il est vrai que ces questions permettent d'éviter les vraies problématiques. D'abord, il faut se rappeler quand même qu'on est à peu près au 6e pays arabe qu'on a détruit. Je rappelle depuis 30 ans, par l'action américaine qui est toujours à la manœuvre. Et surtout parce que le Soudan, avec cette partition d'abord du Nord et du Sud, pour des questions pétrolières, j'ai souligné tout à l'heure, mais surtout la tentative de partition entre le Darfour, qu'on prétendait ne pas être arabe mais noir, et puis le pouvoir central, le Khartoum, qui serait arabe, veut dire qu'ils cherchent toujours des moyens pour diviser. Diviser pour mieux régner, c'est un principe anglais très connu.
La vraie raison, elle n'est pas là. La vraie raison, c'est qu'effectivement, ce pseudo-général qui n'en est pas un, si c'est bien de le rappeler, qui est un chef de milice des FSR, donc des forces rapides qui ont été mises en place à l'époque où il y avait les répressions au Darfour, eh bien ce chef de milice a été instrumentalisé par Israël, il a fait un voyage là-bas, donc adoubé par Israël, et donc les États-Unis, puisque c'était le grand manœuvrier, contre le Abdel Fattah, effectivement al-Burhan, qui a un point commun d'ailleurs avec el-Sisi, ils portent le même prénom, et ils ont le même parcours militaire. Eh bien ces deux militaires se rapprochent de la Russie. Et comme par hasard, 3 jours avant le démarrage de la guerre civile, entre guillemets, donc la guerre instrumentalisée par l'étranger, le 15 de ce mois-ci, 3 jours avant, le général Burhan avait signé avec la Russie la possibilité de faire une base militaire navale sur ses côtes. Donc c'est une des raisons qui a accéléré effectivement le déclenchement de la guerre civile. Et rappelons toujours qu'une guerre civile ne se fait pas toute seule. Il faut l'alimenter de l'extérieur, en l'occurrence en idéologie, en armes et en financement. Merci Gamel. Je passe à vous, Riyad Sadawi. Que pensez-vous de l'intervention déjà de Gamel et que pensez-vous de cette façon de voir de l'Occident la situation au Soudan? Je suis tout à fait d'accord avec Gamel parce que l'Occident, il veut se donner, il veut toujours se présenter comme donneur de leçons. On parlait, voilà encore les musulmans qui s'entretuent, les Arabes qui s'entretuent, etc. Or, on oublie ce qu'ils ont fait dans le monde arabe depuis ce que nous appelons le printemps arabe, la destruction de la Libye, de l'État libyen en 2011, en violation directe de la résolution du Conseil de sécurité 1973. Et aussi ce qui s'est passé en Syrie. Je donne à titre d'exemple, parce que j'ai publié des livres concernant ce sujet. Roland Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, a déclaré aux médias français qu'Al-Nusra en Syrie fait du bon boulot. Al-Nusra, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie et considérée par le Conseil de sécurité avec Daesh comme 2 groupes terroristes. Donc, un ministre des Affaires étrangères français qui valorise l'acte des terroristes contre un gouvernement laïque en Syrie, c'est scandaleux. Mais après, leurs médias se présentent comme des donneurs de leçons, de morale, et nous savons bien que c'est de l'hypocrisie totale, ni plus ni moins. Très bien, merci Riyad Sadawi. Madame, Monsieur, nous entamons la deuxième partie de notre émission. Je vous retrouve dans quelques instants. Comme vous venez de le voir, le conflit au Soudan ou l'affrontement armé au Soudan entre l'armée régulière du pays et les forces d'intervention rapide a des enjeux régionaux et continentaux, comme vient de l'expliquer nos invités. Maintenant, est-ce qu'on peut se poser directement la question, Riyad Sadawi, est-ce qu'on est en train d'assister à un nouvel abcès africain ? Oui, malheureusement, oui, on voit bien africain, et je sais que votre émission concerne le continent africain, mais aussi le monde arabe, puisque le Soudan aussi fait partie de la Ligue arabe. Je pense que c'est visé, c'est voulu, c'est alimenté par de l'extérieur, par des grandes puissances, comme je vous ai dit, qui ne voient pas dans les guerres que le côté bénéfique, parce que leur société, leur holding, ils vont en profiter. Je répète toujours à titre d'exemple Boeing et Airbus qui sont très très contents actuellement de voir leurs appareils détruits par que ce soit par l'armée soudanaise ou par les forces de soutien rapide du général Ahmeti. Tout ça, c'est bénéfique pour ces holdings. Ils vont en profiter après. On ne sait pas combien ça va durer. Apparemment, cette guerre civile va durer des longs mois, peut-être des années, puisque les chancelleries occidentales ont évacué... Justement, ça c'est un point auquel nous allons revenir dans un moment. Dans un moment, on va revenir sur ce point. Gamel, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Riyad Sadawi a commencé à le dire, le Soudan fait partie aussi de la Ligue des pays arabes. Vous l'avez aussi soulevé tout à l'heure. La région dans laquelle se trouve le Soudan et le Moyen-Orient sont des continuités géographiques naturelles l'une de l'autre. Quid sur le contrôle de la mer Rouge autour de cet abcès sécuritaire, si je peux me permettre le langage? La question qui se pose d'abord, c'est pourquoi est-ce que le Soudan est un pays martyr? Parce que c'est pas la première fois, ça fait des années depuis l'époque où c'était la coalition des islamistes de Hassan Tourabi qui était allié effectivement à l'ancien président soudanais, qu'on appelait junte militaire, parce qu'on parle toujours de junte militaire quand ces pays ne sont pas d'accord avec l'Occident. Donc ça fait très longtemps que depuis la colonisation anglaise, depuis les massacres de masse, on a quand même massacré des centaines de milliers d'individus au Soudan pour les guerres barbares anglaises, que ce pays est une sorte d'obsession anglo-saxonne pour déstabiliser la région. Effectivement, le Soudan est au carrefour de plusieurs pays, de l'Égypte, ça vient d'être dit,
par les eaux du Nil, évidemment, de l'Éthiopie qu'ils ont tenté d'instabiliser avec ce qui s'est passé avec le Tigré, les États-Unis toujours à la manœuvre, évidemment. Et le Soudan est aussi une obsession israélienne qui tient à créer des alliances. Donc, ils ont déjà le Sud-Soudan avec Salva Kiir qui est allié avec eux. Donc, aujourd'hui, la moitié du territoire est favorable à la cause israélienne, malheureusement. Et le Nord-Soudan, qui n'était pas assez instabilisé avec ça n'avait pas marché, avec l'affaire du Darfour. On essaie de parler de 300 000, 500 000 morts. Bah, on faisait de la surenchère sur les chiffres. Dans les faits, ils ont cherché à faire une guerre civile et c'est ces mêmes forces aujourd'hui qui est au Darfour qui se retournent contre là aussi, je me permets de vous interrompre. Là aussi, il y a je ne sais pas si c'est une surenchère. En tout cas, les chiffres sont différents entre les chiffres avancés par les syndicats des médecins soudanais et les chiffres avancés par les chancelleries ou encore les autres ONG ou humanitaires. Et vous voulez savoir si la propagande fonctionne bien? On est en pleine guerre de propagande et il y a deux antagonismes. L'Est, reconstitué, Russe-Chine, qui ont des intérêts au Soudan, je ne jamais perdre de vue, et l'Ouest, emporté par les États-Unis, puis la France et l'Angleterre. Donc les trois nations impériales occidentales qui sont les plus présentes dans la région. Oui, effectivement, la guerre des chiffres, c'est une guerre de propagande. On se souvient, c'était dit tout à l'heure, que la Libye, quand on a voulu justifier l'intervention illégitime militaire et barbare pour assassiner Kadhafi, la moitié de sa famille, et plus de 200 000 Libyens, au départ, c'était les Libyens qui étaient menacés, soi-disant des troupes de Kadhafi. Il n'y a jamais eu, ça a été établi, d'ailleurs j'ai une copine journaliste qui était sur place, il n'y a jamais eu de colonne de chars. Kadhafi n'avait pas l'intention de tirer sa propre population, puisqu'il aimait sa population, mais on justifie l'intervention militaire en fabriquant de fausses preuves, comme en Irak, en faisant croire qu'il y a un massacre de masse, et en vérité, le massacre arrive a posteriori, une fois que les interventions étrangères sont faites. Au Soudan, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que oui ou non, il y a un risque de massacre de masse? Eh bien, malheureusement, la réponse est oui, c'est comme en Irak. Quand les chancelleries occidentales demandent le départ de leurs ressortissants, c'est l'ouverture réelle d'une guerre qui va être annoncée et dont tout le monde sait qu'elle va être durable. Et malheureusement, aujourd'hui, Khartoum commence à être frappé à sang, beaucoup de civils qui meurent. On n'a pas de chiffres, on n'en aura jamais, évidemment, parce que les chiffres sont pas vérifiables a posteriori. Mais ce qui est certain, c'est que l'intérêt de l'Occident pour dire que ce sont des barbares qui se tuent entre eux, c'est de pouvoir plus tard déclencher peut-être des sanctions économiques, c'est leur spécialité, ou plus durablement, simplement, une intervention militaire sous l'égide de l'ONU demandée par les États-Unis, la France et l'Angleterre. Très bien, merci Gamel. Je reviens vers vous, Riyad Saadaoui. Gamel a commencé déjà à apporter des éléments de réponse. Ce fait sans précédent dans les annales de la diplomatie mondiale, le départ précipité de la fermeture des représentants diplomatiques et des chancelleries dans les pays, qu'est-ce que signifie cet acte? Est-ce là justement la diplomatie du chaos dont vient de nous parler Gamel? Oui, je pense malheureusement, oui. C'est un très très mauvais indice là. Parce que les chancelleries occidentales, à leur tête, les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne ou la France, évidemment, ils ont leurs sources d'informations. Je pense que la CIA est très active au Soudan. S'ils décident de retirer leurs diplomates, évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants, ça veut dire la guerre va être encore plus sanglante et qui va durer longtemps. Et d'ailleurs, la trêve, c'était en réaction, la trêve entre les deux protagonistes, c'était en réaction à la demande des États-Unis d'Amérique afin d'évacuer ces diplomates et ces ressortissants, ainsi que pour les autres chancelleries occidentales. Donc là, déjà, on a des mauvais indices de ce qui va se passer au futur. Et évidemment, on oublie Est-ce qu'une intervention étrangère occidentale, comme vient de le dire Gamel, est envisageable, à votre avis? Je veux votre avis sur cette question. Je ne pense pas du tout. Je pense pas du tout. Ils vont jamais refaire ce qu'ils ont fait en Libye, parce que les deux protagonistes sont pro-Israël et l'entité sioniste a invité les deux, le général Hamid et le général Abdel Fattah el-Burhan, de venir à Tel Aviv et négocier leurs problèmes à Tel Aviv. Et a signalé aussi la diplomatie israélienne qu'elle a de très très bons rapports. Elle a aussi un contact dans le quotidien soit avec les forces de soutien rapide du général Hamiti, soit avec l'armée soudanaise, parce que les deux ont normalisé avec l'entité sioniste. D'ailleurs, j'étais vraiment choqué. Un conseiller politique du force de soutien rapide est déclaré à une chaîne de télévision israélienne: nous sommes en train de subir ce que les Israéliens ont subi du terrorisme de Hamas. Nos terroristes sont les islamistes de l'armée. Donc, nous sommes en train de subir la même terreur que vous, les Israéliens, nos amis israéliens, vous avez vécu avec le Hamas. Donc, il y a aussi le rôle néfaste de l'entité sioniste dans les affaires soudanaises. On voit bien que c'est une lutte pour le pouvoir, alimentée discrètement peut-être par l'extérieur. Le discours humaniste, humanitaire de l'Occident, nous savons bien qu'il cache
d'autres intentions, parce qu'ils sont très très contents de ce qui se passe au Soudan. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Somalie, ils ont perdu, je pense, 8 soldats et 2 hélicoptères, et c'est fini, on n'en parle plus, aucune intervention en Somalie. La même chose au Soudan, qui s'entretuent parce que c'est une guerre bénéfique, comme je dis, pour l'industrie occidentale, pour la reconstruction. Très bien. Vous avez parlé de la Somalie, justement. Je passe à vous, Gamel Abina. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre, vous avez déjà parlé des craintes d'une intervention étrangère, est-ce qu'on peut parler d'une somalisation vicieuse, bien évidemment, en mettant des parenthèses à ce mot? Est-ce qu'une somalisation vicieuse est programmée au Soudan aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'ils vont pas intervenir militairement directement, c'est peu probable, même s'ils peuvent ponctuellement envoyer des avions pour bombarder et envoyer des conseils militaires. On voit qu'il y a encore des Français, des Anglais et des Américains en Libye, dont certains meurent, hein. Ça, c'est dit sous cap. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement maintenant, comme ils ne peuvent plus déporter leurs forces et que les Russes en plus maintenant sont à la manœuvre, l'autre stratégie qu'ils ont mis en place, c'est simplement la somalisation, c'est bien le dire, ou la balkanisation, parce qu'on parlait des Balkans à l'époque avec la Yougoslavie, ou la libanisation, c'est aussi le terme consacré quand on a commencé à détruire le Liban, à savoir de faire en sorte que le pays se divise en plusieurs entités, puisqu'ils ont essayé de le faire en 2 puis en 3. La Somalie, c'est 4 entités différentes, Somaliland, Puntland, c'est catastrophique ce qui se passe. Je rappelle que la Somalie est aussi un pays arabe, la Syrie détruite un pays arabe, l'Irak détruite un pays arabe, la Palestine arabe, le Soudan arabe. À chaque fois, on aligne les listes des pays arabes détruits par la Libye, évidemment, par les méthodes occidentales qui sont toujours des méthodes d'instrumentalisation d'un groupe pour un autre. Et évidemment, le risque, c'est de faire en sorte qu'ils somalisent le territoire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'État central, qu'il n'y ait plus de pouvoir centralisé, qu'il n'y ait plus de soutien. Je rappelle tout de même qu'aujourd'hui, il y a 12 000 personnes qui risquent de mourir parce qu'ils n'ont pas de dialyse au Soudan. Voilà ce qui se passe, il n'y a plus d'hôpitaux, plus de services publics, plus d'électricité. C'est ce qu'on est en train de faire d'un pays qui était structuré, qui fonctionnait. Eh bien, l'accusation classique, c'est toujours dire son chien à la rage. El-Bourhan serait le proche des islamistes. Ça fait rigoler quand on sait qu'il est soutenu par l'Égypte de Sisi, qui est anti-islamiste, anti-musulman, mais c'est une méthode pour pouvoir diaboliser d'abord la partie adverse, faire en sorte qu'on alimente cette guerre en soutenant une des deux parties ou les deux, comme c'était fait entre l'Iran et l'Irak par exemple, et détruire les pays durablement en espérant derrière récolter les contrats de construction et d'armement. Ça va de soi. Très bien, merci Gamel. Riyad Sadawi, vous avez donné beaucoup d'importance lors de vos interventions au rôle économique dans cette guerre. La gomme d'acacia est justement un des produits où le Soudan est leader. Mais les États-Unis, en dépit de tous les embargos qu'elle a imposés au Soudan, n'a jamais imposé d'embargo sur ce produit. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin, c'est de la matière première pour son industrie. Donc dès qu'on a besoin, parce qu'en Occident, surtout aux États-Unis d'Amérique, sont des calculateurs, sont des calculateurs rationnels. Qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre et pourquoi on intervient ou pourquoi on n'intervient pas. Donc tout est calculé, c'est bénéfique, qu'on a besoin de cette région, mais que ces données s'entretuent. Et d'ailleurs, les deux sont leurs amis. Les deux, que ce soit Abdel Fattah al-Burhan, que ce soit le général Mohamed Hamdan Hmiti, les deux sont prêts. Les deux, d'ailleurs, la trêve de 72 heures, ça a été sollicité par les États-Unis d'Amérique, donc ils ont respecté la demande américaine. Mais qui s'entretuent, à mon avis, qui s'entretuent, on évacue nos ressortissants, on évacue nos diplomates. Et ça va prendre, pourquoi ça ne prend pas des longues années aussi? Pourquoi? Parce que finalement, on va reconstruire ce pays, on va garder la zone fertile si vous voulez, sinon on va reconstruire ce pays. Riyad Sadawi, on arrive à terme de notre émission. Brièvement, une dernière question, s'il vous plaît. Qu'en est-il du peuple soudanais dans ce conflit? Où se situe le peuple soudanais aujourd'hui? Et comment vit le peuple soudanais cette nouvelle crise? Il est en train de souffrir, le peuple soudanais. Il n'a été jamais consulté de la normalisation des deux protagonistes avec l'entité sioniste. Le peuple soudanais, il est anti-sioniste. Le peuple soudanais, il est en train de souffrir. Et il y a eu des manifestations dans la rue contre cette guerre, contre les deux protagonistes. Ils savent bien que c'est une lutte pour le pouvoir, pour le fric, pour les intérêts, et le peuple soudanais a été pris en otage dans une guerre soudanaise, peut-être originale, et avec des enjeux internationaux. Très bien, merci. Je vous pose la même question, Gamel, si vous le permettez. Donc le peuple soudanais, c'est un grand sacrifié, évidemment. L'intérêt n'est pas absolument pas les peuples, ça n'a jamais intéressé les Occidentaux. L'intérêt, c'est simplement le fait de pouvoir faire main basse sur richesse, pousser la Russie en dehors de la zone, puisque même si effectivement les deux va-t-en-guerre au Soudan actuellement sont proches d'Israël, ça c'est pas faux. Et la question qui se pose aujourd'hui, la fracture, c'est la question russe. Les Russes ont voulu un port, ils ont obtenu l'accord
d'El Boran, et à partir de là, les Américains manœuvrent. Mais c'est vrai que le peuple ne compte pour rien du tout. Il a manifesté, il a été tué quand il manifestait. Ils peuvent tuer des dizaines, voire des centaines de milliers d'individus, ça dérange absolument pas les protagonistes. C'est une question d'intérêt économique, c'est évident, de pouvoir, de prestige et surtout d'arrogance naturelle, malheureusement, de certains dirigeants qui ont tendance à oublier qu'ils ont un peuple qui compte plus qu'eux-mêmes. Très bien, merci Gamel, merci pour la pertinence de vos réponses. Merci Riyad Sadawi également pour la pertinence de vos réponses et merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.